Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, on va tester un outil complémentaire pour l'atelier, une CNC. Alors c'est mon avis, c'est pas celui de tout le monde, mais peu importe, vous vous faites votre propre avis. Cette CNC, c'est la Genmitsu Reno 4040, 4040 pour 40 cm de côté de capacité. C'est pas mal du tout, on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec ça. Et ce que je vous propose, c'est de la déballer tout de suite. Alors, s'emballer comment ça? Comme d'habitude, c'est bien protégé, on dirait. Alors, on a un petit peu de dock, on va regarder ça tout à l'heure. L'axe Z avec le moteur, c'est pas léger déjà. L'axe Y ou X peut-être, je sais pas. J'ai l'impression que le montage va être vite fait. La vache, c'est vraiment lourd, hein. La section démontant là, elle doit faire 1 cm, c'est pas mal. On doit avoir la carte mère là-dedans. La caisse à accessoires. Il y a une vis qui s'est perdue dans le tas. Le câble d'alim, il n'y a pas de terre. Encore un câble. Le fond de la machine est démontant en alu. Donc il y en a 2 de chaque. Et quelques fraises. Voilà, une fois qu'on a tout sorti, on se rend compte que c'est pas mal prémonté et que le montage va pas prendre trop de temps. Heureusement, parce qu'il y a quand même pas mal de mécanique à faire. La notice, elle est bien faite. Malheureusement, elle est en 3 langues, anglais, allemand et chinois. Mais ça reste quand même très compréhensible parce qu'il y a des photos, c'est très clair. De toute façon, au début de la doc, vous avez un QR code à scanner pour pouvoir retrouver une vidéo de montage. Puisqu'on parle de montage, on va commencer. Donc la première chose à faire, ça va être d'assembler l'axe X avec les 2 éléments de l'axe Y. Et pour ça, je vais utiliser la mallette d'accessoires. Elle est très bien faite. Vous avez sur le dessus les plans des compartiments avec les pièces qui sont dedans et les quantités. Donc si j'ai besoin par exemple de vis M5 par 18, je sais que c'est ici que je vais aller les chercher. Et donc pour cette étape, je sais que je vais avoir besoin d'une vis comme ça et de cette vis comme ça. Pour visser ces vis, il faut des clés Allen. Évidemment, elles sont fournies. Les constructeurs, il serait temps d'ailleurs au passage que vous passiez au Torx. Moi, je ne vais pas utiliser les clés. Je vais utiliser une visseuse comme d'habitude. C'est beaucoup plus sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, la machine, elle est intégralement en aluminium, que ce soit les montants comme les rails. Et les vis, elles, sont en acier. Donc si vous serrez trop fort, ce n'est pas la vis qui va lâcher, c'est l'alu. L'avantage de la visseuse, c'est qu'elle a un limiteur de couple et que si ça force trop, on ne vise plus. Voilà, donc il faut la régler au minimum, ça suffit largement. Donc vous voyez, je l'arrête avec 2 doigts. Et je vais pouvoir faire un montage sans risquer de foirer les vis. Donc la première étape, c'est de prendre le côté gauche de la machine, c'est celui qui comprend la carte mère. Donc, je vais le placer ici. Ensuite, l'axe X qui va se positionner comme ceci. Et donc sur le rail, on a 4 emplacements filetés pour 4 vis. Et ces vis, elles vont aller dans ces 4 trous. Alors, je vais commencer par là, par exemple. Alors là, on fait de la mécanique, on ne fait pas un assemblage de meubles. Donc, il s'agit d'être un petit peu précis. Donc, je vais commencer par mettre les vis sans les serrer. Voilà, donc là, vous voyez, derrière, c'est pas serré, ça bouge encore, c'est normal. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est pas compliqué. La deuxième étape, ça va consister à assembler l'autre côté. Mais avant de faire ça, on va voir déjà une première différence par rapport à la CNC Toutrise que j'avais testée avant, qui est similaire à celle-ci. Ici, on a des courroies pour les déplacements. Sur la Toutrise, on avait des vis trapézoïdales. Mécaniquement, les vis trapézoïdales, c'est préférable. Mais bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, la faiblesse de la Toutrise, c'était pas ses vis, c'était son moteur. Donc de ce côté de l'axe X, il y a l'excédent de courroie. Cet excédent de courroie, je vais le passer dans le petit trou qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais de toute façon, vous allez le voir parce que je vais mettre la courroie dedans. Voilà. Donc attention à ne pas accrocher les fils qui dépassent. Donc vous voyez, le fabricant, il fait quand même en sorte que ça se passe bien. Il a mis un petit autocollant ici qui explique justement qu'il faut passer la courroie dans le trou là. Alors, de ce côté-ci, donc il faut utiliser des vis M5 par 25 qui vont là, là et là, et une vis M5 par 18 qui va ici. Voilà, maintenant je vais pouvoir serrer mes vis. Alors je vais visser celle dans un coin, puis celle du coin opposé, et ensuite je vais faire une croix, comme ça. Ça va permettre de limiter les vissages de travers. Et même chose ici pour les 4 premières vis que j'avais pas serrées, maintenant je peux les serrer en croisant. Pour l'étape suivante, on a besoin de ces 2 barres de renfort et de 8 vis M8 par 25. Il y a un élément de renfort qui va se fixer sur l'avant
et l'autre sur l'arrière. Alors attention, il y a un sens. Pour les barres de renfort, vous voyez, il y en a une qui est marquée avec une étiquette marquée Our Side. Ça veut rien dire. Je pense que c'est soit une marque que je connais pas, soit une faute de frappe et qui voulait dire Outside. Donc ça, c'est moche. Du coup, ça dégage. Ok, bon, on verra ça plus tard. Donc la tige, elle va dans ce sens avec les trous filetés et le côté plat sur le dessus. Et les deux trous filetés par côté et le côté plat sur l'avant. Et la barre, elle va venir se positionner ici. Donc, il va y avoir deux vis qui vont rentrer ici et deux autres qui vont rentrer ici. Et il y en a encore deux autres qui sont déjà montés sur le châssis. Sous le montant, ici et là. Dans mon cas, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une parce que l'autre, c'est celle que j'ai retrouvée dans le colis. Donc, je vais essayer de retourner la machine pour vous montrer. C'est pas forcément la meilleure méthode. On verra bien. Elle est déjà lourde. Voilà, l'idée, c'est d'enlever la vis qui se trouve ici. Cette vis, elle est vissée dans un petit taquet qui coulisse dans la rainure du montant. Là. Et donc, cette vis, je vais la passer dans le gros trou ici. Et la remonter. Voilà. Encore une fois, je ne serre pas tout de suite. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je ne serre pas. Et ensuite, je viens plaquer la barre contre le montant ici. Alors de ce côté-ci, ça passe pas parce qu'il y a des fils. Ah ouais, c'est con ça. Ça aurait pas été idiot de la raccourcir un petit peu pour préserver les câbles. Hein. Ça passe tellement juste que j'ai les doigts trop gros. Voilà. Donc une vis là et une vis là. Et il faut faire la même chose avec l'autre barre pour l'arrière ici. Voilà, j'ai monté mes 8 vis ici et mes 4 là. J'ai rien serré pour l'instant, tout bouge. En fait, pour pouvoir serrer correctement, il faut que l'écartement de ces deux pièces soit bon. Et pour ça, l'axe X, il doit être poussé d'un côté d'abord. Donc là, il est poussé au maximum de ce côté-là. Et je vais pouvoir maintenant serrer de ce côté. Donc je commence par les vis devant. Ensuite, les deux vis ici et là. Et maintenant, je vais reculer l'axe X. Je fais attention à ne pas abîmer les câbles. Voilà, maintenant, ici, je suis à la bonne largeur. Et je vais pouvoir placer la barre ici, sachant que ces deux pièces sont écartées correctement. Et tant que la machine est à l'envers, je vais en profiter pour monter les pieds dessus. Et là, on peut visser directement, bien sûr. On peut retourner la machine maintenant. Et on va monter l'axe Z ici. Sur le support de l'axe Z ici, on a des éléments qui dépassent, les extrémités des axes des galets qui sont là. Ici, 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 ici. Et là, on a les vis des mêmes axes. Et si je retourne l'axe Z, vous pouvez voir qu'on a des trous qui permettent justement de loger tout ce qui dépasse ici. Et si vous regardez bien, vous allez voir que ces trous, on les a deux fois. C'est-à-dire qu'on pourra mettre l'axe Z soit dans cette position-là, soit dans cette position-là. Ça va vous permettre de pouvoir bénéficier du débattement maximum ici en fonction de l'épaisseur du matériau qui va se trouver dessous. Donc ça, c'est plutôt malin. Il faut juste s'assurer que quand on plaque l'axe Z, on ait bien la surface ici plaquée là et pas un petit peu décalée. Sinon, forcément, la géométrie ne sera pas bonne. Il faut bien sûr que cet axe soit perpendiculaire à celui-là et qu'il soit aussi perpendiculaire à celui-là. Donc évidemment, pour les trous des vis, c'est pareil, il y a plusieurs positions. Alors moi, par exemple, je vais mettre la tête en position basse, comme ça. Donc c'est pas définitif, bien sûr, on peut changer. Hein. Alors, comme d'habitude, je visse, mais je ne serre pas. Il y a un petit truc très pratique sur le moteur, une petite molette ici qui permet de déplacer l'axe sans qu'il soit alimenté. C'est surtout indispensable pour pouvoir mettre les vis. Je vérifie que l'axe Z est bien positionné et maintenant je peux visser, toujours en croix, en haut à droite. Heureusement qu'on l'a cette molette. Hein. En bas à gauche, en bas à droite et en haut à gauche. Et c'est maintenant que vous allez vous rendre compte si vous avez monté les montants ici dans le bon sens, parce que les trous filetés ici vont servir à placer les plaques de médium sur lesquelles on va placer les pièces à usiner. Sous la plaque de médium, on voit qu'on a des inserts métalliques filetés qui sont déjà installés. Et donc, on va les mettre dessous, comme je viens de le dire. Et sur le dessus, sur les côtés, on a des trous avec des emplacements pour des têtes de vis. Ça va nous servir à fixer les plateaux. Alors, on a deux plateaux qui viennent se mettre comme ça.
On met les vis de fixation. Donc il y en a 6 devant et tout autant derrière, hein. Et une fois que les vis sont en place, plaque les deux panneaux l'un contre l'autre et on visse. J'ai vissé ces deux-là pour pouvoir plaquer ici. Je vais maintenant visser les deux ici pour pouvoir plaquer de la même manière à l'arrière. Voilà, ensuite les coins et les 4 dernières vis. L'étape suivante, ça va consister à monter un dispositif qui va permettre de tendre cette courroie. Le dispositif de réglage de la courroie, c'est ça. C'est un petit système qui va venir s'installer dans le logement ici. Et comment ça marche? Eh bien, en fait, la courroie, elle va être prise dans la rainure qui se trouve ici. La courroie va être plaquée par la petite plaque noire ici. Et cette petite pièce bleue qui retient la courroie, elle va pouvoir être réglée en hauteur avec cette vis. Donc il faut imaginer que si le système est monté ici et que on descend le petit truc là, on va tendre la courroie bien sûr, et puis on va la détendre en la remontant. Donc si on suit scrupuleusement la notice, il vous demande d'enlever la petite plaque noire. Moi je ne vais pas le faire, je vais juste desserrer les vis. Je pense que ça suffira. Si je me trompe, eh ben, c'est pas grave, je les enlèverai. Ça m'évitera de les perdre. Et pareil pour les vis qui sont sur les côtés ici, ce sont des vis sans tête, il demande de les enlever. Là je suis sûr de mon coup, il faut juste les desserrer. Il y en a 4. 2 de chaque côté. Vous voyez, maintenant que j'ai libéré déjà 2 des vis, ici ça bouge. Bon, la grande vis qui se trouve là, qui se trouve être la vis de réglage de la hauteur ici, il faut complètement l'enlever. Ça va permettre d'enlever la partie mobile et d'accéder aux emplacements des vis pour fixer le système. Maintenant, je replace la partie mobile. Il va falloir installer la vis par en dessous, ça c'est pas très pratique. Bon, utiliser la visseuse là-dessous, c'est pas possible. La clé Allen qui est fournie, c'est guère mieux parce que c'est une clé droite. Et donc, il faut qu'elle soit parfaitement alignée avec la vis. Et quand on visse, bah, la partie en dessous, là, elle gêne. Donc, le mieux, si vous avez, c'est d'utiliser des clés Allen avec le bout en boule, comme ça, là. Ces clés, elles n'ont pas besoin d'être parfaitement alignées avec la vis pour pouvoir visser. Vous pouvez vous mettre comme ça marche. Et ça change la vie, hein. La courroie, donc, elle va venir s'enfiler comme ceci. Et pour éviter qu'elle s'abîme ici, on a un petit bout de cylindre qu'il va falloir enfiler comme ça. Voilà. Voilà, ça va se monter à peu près comme ça. Maintenant, je peux fixer la courroie avec la petite plaque noire. Et maintenant que la courroie est maintenue ici, je vais pouvoir desserrer les 2 vis ici pour la libérer. Bon, là j'ai fait une bêtise, la courroie ne tient pas du tout ici. En fait, il faut la défaire, la plier en deux comme ça, et ensuite la remettre. Donc effectivement, c'est plus pratique d'enlever les vis. Maintenant que le réglage est bon, je vais pouvoir resserrer les vis ici, il y en a 4, 2 de chaque côté, pour pouvoir maintenir la courroie en place. Voilà, là ça ne bougera plus. Voilà, c'est fini pour la partie mécanique, on va pouvoir passer à la partie électrique, et on va commencer par le câblage des moteurs. Alors le moteur électrique, il y a une borne plus ici et une borne moins, donc c'est facile, hein. Le rouge sur le plus et le noir sur le moins. À l'étage au-dessus, on a le moteur de l'axe Z ici, donc on a 2 broches. Il faut chercher celle avec un repère Z, c'est celle-là. Et on le branche comme ça. Et l'autre broche, c'est pour le moteur des X qui se trouve ici derrière et qui se branche comme ça. De chaque côté de la machine, ici et là, on a un moteur pour l'axe Y. Alors eux aussi, il faut les brancher, bien évidemment. C'est tout simple, les connexions sont déjà prêtes, il y a juste un détrompeur ici. Voilà, on fait ça de chaque côté. Il reste à brancher ce gros câble ici, qui va sortir du boîtier de commande et qui va sur ce boîtier auxiliaire ici. Voilà, et puis on a un petit peu partout, comme ici, des petits kikis là qui permettent de passer les colsons et de maintenir les câbles en place. Ça c'est pas mal. Il y en a aussi là. Il y en a même sur les flancs de la machine ici. On n'a plus que quelques petites choses à brancher sur ce boîtier-ci et sur ce boîtier-là. Ici, on va brancher la sonde qui permet de faire le réglage de la hauteur de la fraise. On a déjà branché la broche et il y a une option pour brancher un laser et donc la sonde qui vient ici. On verra tout à l'heure comment elle fonctionne. Sur le boîtier de la carte de commande, donc à l'arrière, on a déjà le câble qui vient relier l'autre boîtier. Ici, on a une option pour un axe rotatif que je n'ai pas. Et ici, on va brancher la lime, donc je le fais tout de suite.
On a d'autres connexions de ce côté-là. Donc là, maintenant, on se retrouve à l'avant de la machine. Les connexions, elles sont pour un boîtier de contrôle externe qui permet de se passer d'un ordinateur, une prise USB sur laquelle je vais brancher mon ordinateur, et une prise VGA à l'ancienne. Celle-là, je ne sais pas à quoi elle sert. Ici, on a le bouton marche-arrêt, et ce bouton-là, il l'appelle arrêt d'urgence. Ce n'est pas un arrêt d'urgence parce que c'est un bouton monostable. Pour que l'ordinateur et la CNC puissent communiquer ensemble, il va falloir installer un driver, et ce driver, il se trouve dans la clé USB qui est fournie. Alors je ne vais pas l'installer ici parce que moi je l'ai déjà installé, et pour cause, ce driver, il est très connu des makers. Si vous avez un laser ou une imprimante 3D ou une CNC, vous avez besoin de ce truc-là. En fait, c'est un driver pour installer un port de communication. Il s'appelle CH340. Et là, vous avez les drivers pour Mac et pour Windows. Alors l'installation, elle n'est pas compliquée. Vous ouvrez le zip, vous lancez le setup exe, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous faites suivant, 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 terminé, et voilà. Ça, c'est pas compliqué. La petite difficulté, si on peut parler de difficulté, elle est qu'une fois que vous avez fait ça, vous devez aller dans le gestionnaire de périphériques. Alors faites un clic droit sur le bouton démarrer, ça ira plus vite. Vous sélectionnez gestionnaire de périphériques, et là, vous avez tous vos périphériques de votre ordinateur, et vous allez chercher un port com. Là, il n'y en a pas, c'est normal, c'est parce que la CNC n'est pas connectée à l'ordinateur. Donc je vais défaire la clé USB, hop, pour y brancher à la place de la CNC. Là, la CNC, elle n'est pas en route, hein, mais déjà, on a le port com qui est apparu ici. Et ce qui est important, c'est de noter le numéro du port com. Ici, c'est COM3. Ce port com, il est nécessaire pour pouvoir configurer les logiciels de pilotage. Et maintenant, puisqu'on parle de logiciel de pilotage, je remets la clé USB. On a ici Candle comme logiciel pour Mac et pour Windows. Encore une fois, moi je l'ai déjà installé parce que j'ai déjà une CNC. Je vois ici que c'est Candle version 1.1.7. Je ne sais pas quelle est la mienne, on va voir. Bah, c'est aussi la 1.1.7, donc j'ai rien à faire. Et donc ce logiciel, comme je vous disais, il vous permet de connecter le PC à la CNC ou la CNC au PC. Donc je rebranche la machine. Voilà, et une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans les paramètres réglages ici, et dans le premier paramètre qui est le paramètre de connexion, vous réglez ici le port. Le port c'est COM3. Et la vitesse, normalement elle est déjà bonne, c'est 115-200, ça c'est standard. La sonde, c'est ça, c'est un outil qui va permettre de déterminer la hauteur de la broche. Pour la hauteur, eh ben, ça va dépendre de la longueur de notre fraise. Donc il faut que la machine sache à quelle position le bout de la fraise se trouve. Et donc pour ça, on va utiliser cette sonde. On va pincer ici l'outil qui va se trouver dans la broche et on va lancer un programme qui va faire descendre la broche jusqu'à ce qu'elle rentre en contact avec ici. Le contact va se fermer, donc cette sonde, c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur qui utilise la broche, en fait, pour ça. Et à partir du moment où la fraise vient en contact ici, le contact se ferme, la machine a une idée de la position de la fraise, et cette position de la fraise, elle va dépendre de la différence de hauteur entre la sonde ici et le plateau. Le 0 étant, théoriquement, le plateau ou le dessus de la pièce que vous voulez usiner. Donc, pour avoir un réglage précis, une fois que la machine connaît la position à peu près, parce qu'elle approche assez vite, elle va remonter, elle va redescendre tout doucement jusqu'au contact, et là, elle connaît sa position. Donc, tous les paramètres qui sont ici pour les commandes de la sonde, ça correspond au scénario que je viens de vous dévoiler. Il manque juste à la fin les commandes qui permettent de connaître l'épaisseur de la sonde. Alors, la sonde, elle fait 12,5 mm. Donc, je vais ajouter à la fin ici G92. Z 12.5. Ça s'invente pas. Ensuite, point virgule espace, G90. Et ensuite, G0 Z25. Ça veut dire que la machine va remonter de 25 mm à partir du moment où le programme de la sonde est terminé. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant que tout ça est paramétré, on va pouvoir faire un petit peu joujou avec la machine. Donc ici, vous avez le premier bouton, contrôle, qui vous permet de faire l'origine de la machine. Donc la machine va d'abord initialiser l'axe Z vers le haut, ça évitera que la fraise rencontre éventuellement un obstacle, et ensuite elle va chercher l'origine des X et Y simultanément. Elle ne fait pas un joli bruit, hein.
On verra les autres boutons plus tard. On a ici aussi un contrôle manuel, donc on peut déplacer la machine très facilement. Un axe après l'autre. Ah, je me suis trompé de sens et du coup j'ai atteint les fins de course. C'est l'occasion de vous dire qu'il y a des fins de course hein, sur tous les axes et sur tous les côtés. Il faut refaire une origine machine. Voilà, la machine retrouve ses petits et elle sait où elle est. Et ensuite, je peux m'amuser à la déplacer. Parmi les boutons ici, vous en avez un qui est sympa, c'est la position sûre. Ça vous permet de remonter l'axe Z jusqu'en haut. C'est pratique si vous voulez faire des déplacements de la machine sans rien casser. Bon, maintenant, on va faire un petit peu joujou avec la machine quand même. Alors, on va ouvrir un des fichiers de test qui est fourni. Il y en a 3. Sur la clé USB. Je vais prendre le SenSmart, tiens. C'est celui de la marque. Et on va graver ça dans un bout de bois. Le problème, c'est que les programmes fournis, c'est juste du code et je ne sais pas du tout quelle taille ça va faire, donc c'est pas grave. On va graver dans ce bout de bois. Ça devrait suffire, j'imagine. Donc là, le bois qu'on va travailler, c'est pas un laser qui va passer dessus. Il va y avoir du contact et du contact brutal. Donc il faut le fixer solidement. Et pour ça, on a des pattes qui sont fournies. J'en ai déjà monté 3. Je vais monter la 4e pour vous montrer comment ça marche. On a d'abord un petit bout de tige filetée qu'on vient enfiler dans un des inserts. Ensuite, on a cette petite plaquette avec une vis qu'on va utiliser à l'envers. Et l'idée, c'est de se mettre sur le bois comme ça et de mettre la vis à la hauteur. Voilà, à peu près. Hein. Ensuite, on vient la passer sur la tige filetée. Un bout de rondelle, un bout d'écrou papillon. Pour commencer à faire joujou avec la machine, on a une boîte de 10 points de javelot. Une pointe de javelot, c'est ça. Alors là, il y a une protection dessus parce que c'est très pointu et ça pique. Voilà, donc ça vous donne une idée de ce que c'est. On va monter ça sur la machine. Et pour ça, je vais remettre la protection. Ça évitera que je me pique. Alors au niveau de l'outillage, on a 2 clés. C'est pas les mêmes tailles. Il y en a une qui va permettre de maintenir l'arbre. Ici, on a un méplat, vous voyez. Et la clé, normalement, elle va là. Voilà. Et l'autre, c'est pour la pince. Et donc l'idée, c'est de ne pas forcer. Prenez les 2 clés en main, vous les utilisez comme une pince, justement. Tac. Et vous desserrez. Ensuite, ça se fait à la main. Et là-dedans, on n'a rien du tout. C'est normal. Il faut monter le collet qui est fourni. Alors, c'est du 1/8 de pouce. Voilà, sans l'emballage, on voit mieux ce que c'est. Sur le collet, il y a une petite gorge tout autour. Elle va venir s'enfiler là-dedans. Il va falloir forcer un petit peu jusqu'à entendre un clic. Voilà. Et là, donc, il y a du jeu, c'est normal, mais c'est en place. Maintenant, je peux monter ça. Pas trop. Je vais enfiler la pointe de javelot dedans. Je trouve le trou. Voilà. Je finis de serrer. Et comme pour le desserrage, on va utiliser les clés comme une pince. Je serre comme ça. Il n'y a pas besoin de serrer comme un taré. Hein. Maintenant, je peux enlever ça. Maintenant que tout est monté, je vais pouvoir initialiser la machine. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va la régler. Alors, la première chose à faire, c'est de lui expliquer qu'on va commencer à travailler ici. Donc, il faut définir ce point-là comme une origine. Donc, je vais commencer par approcher la machine par ici, avec les mouvements manuels. Je vais commencer par venir à peu près là. Je vais reculer un peu. Je vais descendre. Bon, ça me va. Du point de vue des axes X et Y, je vais considérer donc que c'est mon point de départ ici, et je vais dire à la machine que ce point-là, c'est le 0. Donc pour ça, je vais cliquer sur ce bouton-là, 0XY. Pam, voilà. Ici, on voit les coordonnées de travail, elles se sont réinitialisées à 0. La machine sait que par rapport à l'origine, on est à 13 cm sur un axe et à 4 cm sur l'autre, mais pour travailler, on est à l'origine. Maintenant, je vais utiliser la sonde qui va bien pour régler la hauteur du Z. Alors là, je vois déjà que mon Z, il est trop bas. Je vais le remonter un peu. Il faut quand même que la sonde puisse passer dessous. Je vais mettre la pince sur la pointe javelot. Et la base, je vais essayer, voir si ça marche. Voilà, c'est bon. Vous voyez peut-être pas, vous. Mais quand c'est bon, la diode là-bas, elle change d'état.
Maintenant, je vais cliquer sur la loupe ici qui permet de faire l'origine du Z directement. Oula, il y a eu un problème là. Bon, il y avait des erreurs dans la doc, en tout cas des incohérences, donc j'ai dû modifier les contrôles de la commande de sonde ici. Je vais vous mettre la bonne ligne de commande dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. La seule chose qu'il faudra éventuellement remplacer pour vous, c'est le Z 12.5 ici. Ça correspond à l'épaisseur de ma sonde qui fait 12.5 mm. Donc ça dépend de votre matériel. Donc je vais maintenant initialiser l'axe Z avec la commande de palper ici. Donc la machine descend rapidement, elle remonte et elle redescend 10 fois moins vite. Voilà, le Z est réglé. On voit ici qu'on est 14.5 mm au-dessus du zéro, donc 14.5 mm au-dessus de là. Je vais maintenant envoyer la commande. Et la gravure commence. On peut voir sur l'écran la progression. Ne me demandez pas pourquoi les lettres sont faites dans le désordre et qu'en partie, c'est pas moi qui ai fait le programme. Bon alors là, on grave dans le vide et il y a deux solutions. Soit j'ai mal serré la broche et elle est remontée, ou la pointe a cassé par exemple, soit le bois est pas plat. C'est possible aussi. Hop, on va abandonner. Si je redescends au zéro, j'y suis pas parfaitement. Vous voyez, le papier il passe dessous. Donc il va falloir que je revoie le réglage de la sonde. Elle est un peu plus épaisse que ce que j'ai mesuré a priori. Et en attendant, on va faire un réglage manuel pour régler ça. Ça va me permettre de vous montrer la deuxième méthode. Donc je garde le papier là-dessous. Je le passe dessous et je descends la sonde 1/10 par 1/10. Là, ça frotte. Là, ça bouge plus. Donc là, j'y suis. Et donc cette fois-ci, je vais définir mon zéro ici. J'étais a priori un demi-millimètre trop haut. Je vais maintenant remonter mon Z. Et je vais relancer la gravure. Ça me permet de vérifier aussi la répétabilité. Là, la fraise repasse exactement au même endroit que tout à l'heure. Donc c'est très bien. Et voilà ce que ça donne. Les points de javelot, c'est plutôt fait pour graver dans du médium ou du plastique. Donc là, dans le bois classique, entre guillemets, c'est pas terrible. Mais on voit quand même, vous voyez, par exemple, si vous regardez le contour du S, on voit bien le contour intérieur et extérieur. Donc c'est très précis. Je vais maintenant me placer au-dessus du logo SenseSmart, là, pour pouvoir faire un deuxième essai avec un deuxième modèle. Je ne vais pas réutiliser la sonde, ça ne sert à rien, on a déjà fait la hauteur. Et je vais ouvrir le fichier roue, par exemple, wheel. Voilà, j'ai juste à définir mon 0xy ici, et c'est parti. Je ne sais pas plus que vous ce que ça va donner, on va voir. Hein. Et voilà, c'était vite fait. Et voilà ce que ça donne. Bon, on y voit un petit peu mieux. Bon, je suis en train de regarder dans le retour caméra. C'est pas facile d'avoir une belle image et de se rendre compte. C'est beaucoup mieux en vrai. Évidemment, encore une fois, les points de javelot dans du bois, c'est pas terrible. Mais ça donne qu'un aperçu des capacités de la machine, parce qu'avec des vraies fraises, on peut faire du vrai boulot. Les points de javelot, ça va 5 minutes. Hein. Bien sûr, d'origine et avec ce moteur, vous pouvez monter un peu plus que des points de javelot. D'ailleurs, vous avez une espèce de poster qui est fourni avec, qui est très pratique.
sur lequel vous allez trouver tout un catalogue de fraises avec dessous un QR code pour les commander si ça vous intéresse. Vous allez retrouver toutes les caractéristiques et ce pourquoi elles sont faites, dans quels matériaux vous allez pouvoir travailler, etc., etc. Avec quelle machine c'est compatible et à quoi ça sert. Par exemple, pour usiner des encoches, pour usiner sur le côté, pour surfacer, pour faire du fraisage 3D, pour percer, etc. Et quand je vous dis que vous avez du choix, vous avez du choix, hein, parce que le papier, il est double face. Je fais toujours un bilan en fin de vidéo, et rassurez-vous, il y aura un bilan complet à la fin de cette vidéo-ci aussi, mais je voudrais faire une pause au milieu de la vidéo, là, pour pouvoir faire un pré-bilan. Pourquoi? Parce que je voudrais vous donner mon avis sur cette machine en l'état, d'origine. Pour moi, cette machine, telle qu'elle est conçue, elle est parfaite pour s'initier à la CNC. Mais pas plus. C'est une machine qui a des bases très saines. Au début, j'avais un petit peu d'appréhension avec les courroies, mais ça se passe très bien. Pourquoi? Tout simplement parce que le moteur ici est peu puissant et il emmène des broches toutes petites. Donc il n'y a presque pas de contraintes. Et telle que la machine est livrée, avec ce moteur qui fait, je crois, de mémoire 70 watts, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, vous ne serez pas capable de faire grand-chose de plus que ça. Au mieux, vous pourrez monter des fraises de 3 voire 6 mm grand maximum si vous prenez des petites passes dans des matériaux très tendres comme du bois. Vous pouvez attaquer de l'aluminium avec ces petites fraises pour le graver sur 1 mm, peut-être 2 en faisant plusieurs passes. Mais n'allez surtout pas attaquer avec cette machine avec une fraise de 6 de l'alu, ça c'est pas possible. Par contre, pour graver du bois, du plastique, etc., tout ça, ça va très bien. Sauf qu'une CNC, c'est bien gentil, mais ça sert pas qu'à graver. Là, pour l'instant, on a fait des tests de gravure, et d'ailleurs, la machine telle qu'elle est livrée, c'est-à-dire avec un tout petit moteur, uniquement des points de javelot, et des modèles sur les clés USB qui sont adaptés uniquement aux points de javelot, ça limite vachement les capacités de cette machine. Parce qu'en fait, elle est capable de faire mieux. Par contre, il faut remplacer le moteur. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais passer d'un extrême à l'autre parce que je vais remplacer ce petit moteur de jouet entre guillemets de 70 watts par celui-là qui en fait 800. Ça, c'est une affleureuse classique. Et ce remplacement va se faire sans douleur parce que Genmitsu propose en option ce collet qui permet de monter ce genre d'affleureuse. Donc il suffit de démonter le collet d'origine pour le remplacer par celui-là et c'est fini. On va y gagner en puissance, mais on va perdre un petit peu en contrôle, parce que ce moteur-ci, il est commandé par la CNC, alors que celui-là, non. Celui-là, on le branche sur le 220, il ne faudra pas oublier de le mettre en route avant de lancer le programme. Et, précaution aussi à prendre, ces cosses-là, qui sont quand même protégées derrière du plastique, il va falloir les isoler. Maintenant que notre petite machine est transformée en vraie CNC, on va pouvoir la tester et on va faire d'une pierre deux coups. J'ai dessiné sous Fusion 360 deux découpes. La première va être une poche de 40 par 40 cm. C'est un carré au bord arrondi. À l'écran, on voit un carré de 40 par 40 mm, mais puisque la fraise est ronde et fait 8 mm de diamètre, on aura un carré au bord arrondi avec un rayon de 4 mm. La seconde découpe, ça sera une pièce qui théoriquement va s'insérer dans la poche usinée précédemment. On va utiliser une fraise de 8 mm pour les deux découpes et on va voir qu'avec cet outillage, l'usinage va être très rapide et par la même occasion, on va tester la précision de la machine. Le logiciel Fusion 360 permet non seulement de concevoir la pièce, mais également de décrire le programme pour la CNC. J'ai généré deux parcours d'outils. Le premier, qui s'appelle Contour, ici, va fabriquer la pièce qui va venir s'insérer dans la poche, fait par le deuxième parcours, ici. Avec Fusion 360, on a la possibilité de générer un programme, ou l'autre, ou encore les deux, tout simplement en cliquant sur ce bouton. Il suffit de donner un nom de fichier ici pour le générer. Donc cette fois-ci, on ne va pas se contenter de graver la surface du bois, on va faire une poche ici et on va découper une pièce là. Et puisque je vais la découper, la fraise va traverser le bois et je ne veux pas abîmer le martyr. Donc je vais mettre un martyr sous la pièce ici. Avec la pièce martyr sous la pièce à usiner, les pattes d'origine sont trop petites. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Celles-ci, je les ai empruntées à la CNC de chez Toutrise. D'ailleurs, la CNC Toutrise, elle va avoir droit, elle aussi, à un test avec une broche plus puissante, parce qu'elle aussi est fournie d'origine avec ce moteur jouet. Le programme généré par Fusion 360, qui est un logiciel de conception, on va voir ce qu'il donne dans un logiciel de fabrication assisté par ordinateur. Donc je prends mon code et vous voyez ici, j'ai des trajectoires, pas des objets. La machine est aveugle, mais elle a un point d'origine et un chemin à suivre. Donc il suffit de lui donner son chemin d'origine, c'est-à-dire l'origine X et Y que j'ai déjà fait et l'origine Z aussi, pour savoir à partir de quelle altitude elle part et quelle position. Elle va exécuter et la poche et la pièce dans la foulée, puisque j'ai fait qu'un seul programme.
Et le mieux, c'est qu'on fasse ça tout de suite. Dans cette configuration, on a un matériau qui est assez haut, on a une fraise qui est assez longue parce que j'ai pas de fraise plus courte, et je peux pas remonter mieux le moteur. Et du coup, c'est un peu compliqué pour faire le réglage de la hauteur du Z avec le capteur parce qu'il passe pas dessous. Alors j'ai la possibilité de remonter le socle de quelques centimètres, comme je l'ai dit en début de la vidéo, mais j'ai la flemme. Du coup, je ne vais pas utiliser le capteur comme ça, je vais utiliser la technique du papier qui marche tout aussi bien. Le mieux pour régler la hauteur de la fraise, c'est de se mettre à peu près au milieu du matériau, plutôt par là. Donc je vais déjà positionner la fraise par ici. Maintenant, je glisse mon papier sous la fraise et je descends. Je vais commencer par descendre de 10 mm. À mon avis, ça passe. Ouais, ça passe et on n'est vraiment pas loin. Donc vous voyez ici, le pas, c'est le déplacement en fait en millimètres. On peut se déplacer de 100 mm, donc 10 cm. 10 mm, 1 cm, 5 mm, 1 mm, 1 dixième et 1 centième. C'est vraiment pas beaucoup. C'est largement trop pour du bois ici, donc je vais régler à 1 dixième. Et vous avez aussi continuously, c'est-à-dire que la machine se déplace tant que vous appuyez sur le bouton. 1 dixième, on a dit, et on va descendre. Et je déplace mon papier en même temps pour savoir quand est-ce que ça frotte. Voilà, là ça commence à frotter. Si je descends un peu plus, c'est bloqué. Donc je remonte d'un dixième. Et je définis le 0 de l'axe Z avec ce bouton. Maintenant, je vais remonter l'axe Z, puisqu'on est vraiment à ras de la pièce. Et je vais déplacer ma fraise dans ce coin-là, parce que j'ai défini par programme que l'origine de la pièce était en bas à gauche. Voilà, ici ça me convient, je décide que l'origine pour X et Y, c'est là. Bon, maintenant, il ne faut pas que j'oublie de brancher et démarrer la fleureuse avant de lancer le programme. Allez, c'est parti, je veux aussi brancher l'aspirateur. Bon, bah ça marche pas. C'est le pourcent qui est là, qui nous embête. Je vais le virer du fichier à la main. Non, je ne vais même pas m'embêter, je vais ignorer l'erreur. Alors, il y a possibilité, dans les paramètres de la machine, dans les réglages ici, d'ignorer les erreurs, ici. J'aime pas trop ça, donc je vais le laisser. Mais je peux acquitter l'erreur et continuer, il me semble. Alors on va essayer. Alors cette fois-ci, c'est pas la machine ou le programme qui est en cause, c'est moi qui ai mis la machine en pause pour deux raisons. D'abord pour vous montrer qu'on peut le faire, et aussi parce que maintenant que j'ai commencé à découper cette pièce, je vais pouvoir la visser, ça va permettre de la fixer en place et d'éviter qu'elle se déplace quand elle sera complètement détachée et de percuter la fraise. Donc, je vais faire ça comme un cochon, ça n'a pas d'importance, c'est pas une pièce de fabrication, c'est juste pour une démo. On peut reprendre. La machine s'est mise en sécurité, c'est ma faute, encore une fois, de toute façon c'est pas souvent la faute de la machine, hein, c'est plus souvent celle de l'opérateur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai programmé une position de retrait de la fraise trop haute. Et étant donné que j'ai une machine qui a une fraise très longue et que j'avais la flemme de remonter le support de l'axe Z ici, j'ai très peu de débattement sur la remontée ici et j'ai atteint le fin de course. Donc la machine s'est mise en sécurité, tout simplement. Ça veut dire que cette pièce-là, elle est usinée, donc je vais pouvoir la détacher. Je peux déplacer la machine, je m'en fous, si je veux reprendre le programme ensuite, je peux le faire, il suffit que je refasse l'init. De toute façon, là ce que je vais faire, c'est que je vais refaire
un programme juste pour découper la poche ici. Et on va pouvoir faire nos petits tests. En attendant, je vais enlever cette pièce. Hop. Voilà, j'avais calculé au plus juste. Il reste un petit peu de bois ici. Donc voici la pièce. Voilà, j'ai chargé le bout de programme qui m'intéresse. Et maintenant, il va falloir réinitialiser la machine puisque je l'ai tripotée. Voilà, normalement, je n'ai pas besoin de refaire l'initialisation de X, Y et Z pour commencer à peu près par ici. Ça s'est gardé en mémoire. Donc on va voir si ça marche. Ah bah enfin, on y est arrivé. Alors, est-ce que la précision est au rendez-vous? Eh bien, absolument pas. Au niveau de la pièce, on a quelque chose qui fait 39,6 par 39,8. Et au niveau de la poche, on a, là c'est n'importe quoi, on est à 38,4. On est à 1,5 mm d'erreur quand même, hein, par 38,4. Bon alors là, le verdict du pied à coulisses, il est sans appel, il pique et il fait pas plaisir. Alors, est-ce que ça vient de Fusion 360 ou de la machine? J'en sais rien, parce que Fusion 360, je maîtrise un petit peu, mais pas tout. Et c'est peut-être lui qui est en cause. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré de 40 par 40 ici, et je vais le faire à la main avec les commandes de Candle. Et on va voir comment la machine se comporte. Si le carré fait effectivement 40 mm, la machine n'est pas en cause, c'est le programme et donc c'est ma faute. Par contre, si avec des commandes manuelles, le carré ne fait pas 40 mm, c'est clair que c'est la machine qui est en cause. Donc on va voir ça. Bon, je suis dégoûté, je viens de faire le test à la main ici. Je ne vais pas vous donner le résultat tout de suite, du coup je ne vais pas vous spoiler. J'ai oublié de filmer. Et en plus, je me suis planté. Au dernier moment, je suis parti par là-bas. Donc, c'est pas grave. On va recommencer. Je vais le faire ici. Comme ça, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher du point de départ déjà. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'initialiser la machine, hein. On y va à la main. Bon, ben, ça commence bien. Je me suis trompé. C'est pas celui-là que je voulais faire. Je voulais descendre. Descendre de 10 mm. Ça touche. On remonte de 2 par exemple. Voilà. L'idée maintenant, c'est de partir d'ici, de descendre de quelques millimètres. Ensuite, je vais me déplacer de 32 mm. Pourquoi 32 et pas 40? Parce que la fraise fait 8 mm, donc ça va nous faire un déplacement de finalement au total 40 mm, 32 plus 8. Ensuite, on va partir par là-bas, toujours de 32 mm, pour les mêmes raisons, la fraise est ronde. Donc 32 plus 8, on aura 40, et puis encore 32 par là, et 32 par là. Ensuite, je vais faire une poche, donc je vais me déplacer à l'intérieur du carré, pour pouvoir enlever la matière, ce qui va faciliter les mesures. Je commence par descendre de 5 mm. Donc normalement on doit avoir 32 plus 8 mm, 40 mm, et on a 39,9 ici, donc on a un écart d'un dixième, c'est très acceptable, hein. Et 40 piles ici. Ben, c'est rassurant, ça veut dire que la machine n'est pas en cause, la mécanique est fiable, le firmware est correct aussi. Le problème c'est Fusion 360 et peut-être bien surtout moi-même qui ne sais pas m'en servir. Voilà. Donc tant mieux. Alors j'ai deux solutions maintenant, soit j'apprends à me servir de Fusion 360 et j'essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas, soit je trouve un autre logiciel, c'est pas ça qui manque. J'ai trouvé d'où vient le problème, il s'agit bien des options de Fusion 360. J'avais sélectionné l'option surépaisseur qui permet de laisser un petit peu de matière brute en trop. Cette fonction permet de faire ensuite une passe de finition fine qui donnera un meilleur rendu. Seulement cette passe de finition, il faut la sélectionner et je ne l'avais pas fait. Ça explique les codes de la poche et de la pièce complètement fausses. J'ai refait un test en off pour valider mon hypothèse, et cette fois ça colle. La pièce s'emboîte dans la poche sans jeu, et les dimensions sont correctes. C'est rassurant. Allez, on passe au bilan. Le montage a été un petit peu long malgré des pièces prémontées, mais il n'y a pas de difficulté, hormis un passage de câble hasardeux, hein, vous l'avez vu, on s'en sort facilement. C'est facile à monter, il n'y a que des vis, et la machine est réglée d'origine, donc ça va très bien.
La machine est bien conçue, tout du moins avec ma courte expérience. Les moteurs de déplacement sont petits, mais ils font le taf. J'ai pas pris de grosses passes dans des matériaux durs, bien entendu, mais la machine n'est pas faite pour ça. C'est une machine qui est faite pour les amateurs, pas pour les industriels. Elle vous permettra pas d'usiner de l'acier, mais vous pourrez tenter d'usiner de l'aluminium en faisant de toutes petites passes si vous montez une affleureuse dessus. Comme je viens de le dire, c'est une machine pour bricoler, pas pour lancer une production industrielle. Néanmoins, elle a une surface de travail plutôt sympa avec 400 par 400 mm, et ça j'aime bien. Les bruits désagréables que j'ai constatés juste après le montage, pendant les déplacements, se sont réduits au bout de quelques manipulations. Il reste à voir comment ça va évoluer dans le temps. Le système de courroie m'a inquiété, mais si on n'usine pas du métal, ça se passe très très bien, donc il n'y a pas de souci. La pratique de la CNC demande pas mal de technique. Je me suis un peu cassé les dents sur la partie logicielle, comme vous avez pu le voir. Cette machine est du coup idéale pour débuter. Elle coûte pas cher et elle n'est pas puissante. Donc en cas de casse à cause d'une fausse manip, vous limitez les frais et le risque de vous faire mal aussi. Alors attention, c'est pas sans risque pour autant. Je vous conseille de prendre en main d'abord les logiciels et la machine en la laissant d'origine. Il y a de quoi faire déjà. Une graveuse laser, c'est quand même bien plus facile à prendre en main qu'une CNC. Puis quand vous avez compris les principes et que vous maîtrisez les bases, équipez la machine d'une affleureuse. Et là, vous allez vous amuser. Bon, la machine a des inconvénients aussi, alors attention, les galets ne sont pas protégés et les copeaux viennent se glisser entre les galets et les profilés alu qui servent de rail. La machine a peu servi et il y en a déjà pas mal, donc prévoyez un nettoyage fréquent. De toute manière, moi je vous conseille de faire une visite de maintenance très régulièrement sur ce genre de machine. Nettoyage, graissage de l'axe Z, pas les autres axes parce qu'il y a des courroies, inspection du serrage des vis et de l'état des connecteurs électriques, usure des courroies, etc., etc. Une révision quoi. La sonde de réglage de l'axe Z est branchée sur la partie mobile de la CNC. Ça, c'est pas très pratique et pas très malin par ailleurs. Pour le coup, il aurait été plus intelligent de prévoir la fixation sur le boîtier qui héberge la carte mère. Donc je vais remonter ça au fabricant et j'espère qu'ils vont modifier ça sur la prochaine version. Toujours à propos de la sonde de réglage de l'axe Z, la notice est à revoir, c'est pas clair. Donc je vous mets, je vous rappelle dans la description, la ligne de commande qu'il faut mettre pour le paramétrage de cette sonde. Un ordinateur est nécessaire pour piloter la machine et il n'y a pas d'aspiration de copeaux, en tout cas pas de série. Donc ces deux paramètres-là, ils ne sont pas compatibles. Heureusement, il y a des solutions dans les options, j'en parle juste après. D'origine, la machine est très limitée, elle a pour moi qu'un rôle éducatif. Je vous conseille très fortement de monter une affleureuse dessus. On va maintenant parler des options, justement. Il y en a plein, et tant mieux, parce que, comme je le disais, d'origine, la machine est très limitée, comme vous l'avez compris. La première option que je vous recommande, bien sûr, c'est le collet pour monter une affleureuse. Il coûte environ 30 balles, et c'est le meilleur investissement pour cette machine. Si vous voulez garder la capacité de piloter le moteur par logiciel, il existe aussi un kit pour remplacer le moteur d'origine par un plus puissant, mais je ne vous le conseille pas parce qu'il est livré avec une petite pince, comme le moteur d'origine, et vous serez très limité dans le choix des fraises. Et par ailleurs, si vous voulez piloter quand même votre affleureuse à partir de la machine, c'est pas compliqué. Il vous suffit d'utiliser la connectique de puissance du moteur d'origine pour commander un relais qui lui mettra en marche et arrêtera l'affleureuse. Il vous restera encore à régler la vitesse de rotation de la fraise, mais c'est quand même une configuration sympathique. Je vais sûrement le faire. La deuxième option que je vous recommande, c'est le boîtier de commande qui permet de se passer d'un ordinateur. Pour une machine qui génère beaucoup de copeaux, c'est indispensable. Le boîtier permet de piloter la machine à la main et lancer des programmes stockés sur une carte SD dans le contrôleur. C'est nickel ça. Et la troisième option que je vous conseille de prendre, c'est une cape d'aspiration. La machine balance des copeaux partout, c'est impressionnant. Il existe des capes pour le moteur d'origine et pour les affleureuses. Il y a des options que je ne conseille pas en revanche, comme une tête laser. Alors il est possible effectivement de remplacer le moteur de broche par une tête de laser de 10 watts. C'est exploitable, mais honnêtement, la machine est trop lente pour emmener un laser efficacement. Ça fonctionnera, mais ça sera très long, surtout pour les gravures. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils proposent qu'une tête de 10 watts et pas plus. Une tête plus puissante serait sous-exploitée. Et il reste une option qui ne sera pas pour tout le monde, mais qui va plaire à certains. Il existe un axe rotatif piloté par un moteur pas à pas et qui permet d'usiner des pièces cylindriques. J'ai bien dit usiner et pas tourner. Regardez sur cette illustration, on peut faire ce genre de pièces, ce qui est impossible avec un tour classique. Alors finalement, qu'est-ce que je pense de cette machine? Eh bien honnêtement, je craignais que les courroies soient un problème, mais c'est pas le cas. La machine est idéale pour débuter. Elle est pas chère et elle est évolutive. Sa surface de travail est très correcte et elle est assez bien conçue. Avec une machine clé en main comme celle-ci, la difficulté de la pratique de la CNC reste confinée au logiciel. C'est déjà pas mal. Alors bien entendu, c'est pas une machine indispensable, mais pour ma part, elle a toute sa place dans mon atelier où elle complétera la panoplie d'outils dont je dispose. À vous de voir si cette machine fera partie de votre panoplie à vous. Si vous voulez voir d'autres tests d'outillage, allez voir par ici. Sinon, filez bricoler, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!